Le couloir. Ils errent toute la journée, ils le parcourent de long en large. Ils sont comme perdus dans cet endroit vide où rien ne se passe. Ils traînent les pieds. Ils attendent que quelque chose se passe, peut-être pour leur permettre de s'évader de leurs pensées pendant un instant. De temps en temps, ils discutent entre eux, mais ils semblent préférer le calme et la solitude. Il y a très peu de bruit, on entend juste des murmures. Parfois des cris résonnent, mais ils ont l'habitude et ils font comme si de rien n'était. La chambre. Elle est vide, dénuée de toute décoration. Pourtant, certains patients y vivent depuis des années. Elle est dépourvue de tout objet personnel. Il n'y a pas d'affiche au mur, pas de bibelot. Quelquefois, il y a sur la table de nuit juste une photo ou un livre emprunté à la bibliothèque de l'hôpital. Certains y restent enfermés, ils sont isolés du reste du monde et des autres patients. Ils sont seuls toute la nuit, toute la journée, dans cette pièce, cet espace vide. D'autres restent allongés dans leur lit toute la journée. Ils ne dorment pas. Ils contemplent les murs, les fenêtres avec leurs barreaux. D'autres restent assis sur leur lit, à regarder par la fenêtre. Elle leur permet d'entrevoir l'extérieur, cette vitre qui laisse passer le jour. Elle leur permet de s'évader un peu, mais les barreaux leur rappellent vite qu'ils sont là, enfermés, qu'ils sont à part. Mais c'est la seule chose qui les relie au monde. La salle de séjour. C'est la pièce la plus grande, mais également celle qui laisse le plus une impression de vide. Il y a une télé, 2 ou 3 fauteuils et une plante dans un coin de la pièce. Les patients y passent plus qu'ils n'y séjournent. Parfois, l'un d'entre eux allume la télévision et sans même faire attention au programme diffusé, il s'installe dans l'un des fauteuils. Son visage ne laisse transparaître aucune réaction face aux images qui défilent. Il semble plus absorbé par ses pensées. La télévision ne parvient pas à les distraire, pourtant, elle est le seul lien, la seule fenêtre qui leur permet de se tenir au courant de ce qui se passe à l'extérieur. Au bout de quelques minutes, ils se lèvent et sans même éteindre la télévision, ils retournent déambuler dans le pavillon. Les autres passent devant l'écran allumé et restent imperturbables. Ils continuent leur chemin. La salle à manger. Elle est accessible seulement à l'heure des repas. Une fois à table, ils se font servir des plats préparés, comme dans une cantine de cours préparatoire. Ils sont tributaires. Même les tâches les plus simples de la vie quotidienne leur sont supprimées. C'est le seul moment de la journée où ils discutent, où ils partagent leur histoire, leur vie. Parfois même, ils rient. Mais une fois le repas terminé, ils repartent chacun de leur côté. Le fumoir. Avec le couloir, c'est peut-être la pièce où ils passent le plus de temps. Les gitanes sans filtre s'entassent dans les cendriers et par terre. La pièce est continuellement envahie par la fumée. À peine aérée, elle se remplit à nouveau. Elle est imprégnée d'une odeur continuelle de tabac froid. Tous les jours, la nicotine et le goudron laissent une fine pellicule indélébile sur le sol et les murs. Ils fument cigarette sur cigarette. Ça les calme, ça les occupe. Même après avoir terminé, ils restent là, sans rien faire, dans cette atmosphère irrespirable, à inhaler sans cesse la fumée.
La cour. Ils sortent prendre l'air, voir la lumière du jour. Mais c'est encore entre quatre murs, derrière des grillages, dans un espace clos, où il n'y a rien. Juste une table et des chaises. Ils restent soit debout ou assis à ne rien faire, juste fumer une cigarette. Ils sont passifs. Ils pensent. La cour, elle aussi, est à l'abri des regards extérieurs. On a pris soin de faire pousser des plantes grimpantes afin de dissimuler la dure réalité. Le puits de Moïse, il se situe au centre de l'hôpital. Lui aussi est enfermé, cloîtré dans des enceintes de murailles. Des enveloppes successives l'enserrent, le ceinturent et le barricadent. Il est enfermé dans des murs, une structure l'abrite et le protège. Il est entouré de grandes haies qui obstruent la vision des bâtiments palliatifs. Ces mêmes bâtiments qui le cernent et forment un cloître. En tant que monument historique, il est régulièrement visité par des touristes. Alors, l'une des parties les plus essentielles à la chartreuse de Champmol est ce que l'on appelle familièrement le puits de Moïse. C'est-à-dire que nous sommes ici à l'intérieur du périmètre de ce qui fut le grand cloître de la chartreuse. Et l'on peut rappeler que les chartreux ne vivaient pas dans des cellules, mais au contraire avaient de modestes constructions auquel était adjointe un jardin, le tout enfermé dans des murs, et imaginez cette disposition faite de 10, 12 en principe, donc 12 sortes d'immenses, appelons ça cellules, pour... Les touristes sont absorbés par le discours du guide. Ils contemplent chaque détail de la sculpture. Parfois, certains sont ébahis, stupéfaits par ce que le guide raconte. Certains prennent des photographies, d'autres posent des questions au guide. Tous restent groupés autour du monument. Ils tournent autour sans pratiquement jamais détacher leur regard. Mais c'est le prophète qui est là-bas en face et le Christ qui l'après-midi avait le soleil en face d'eux. Donc il y a tout le jeu de la symbolique, n'est-ce pas, du départ d'un cycle et la fin d'un autre, suivant l'étage, si je puis dire, auquel nous sommes. Donc quand on a enfermé tout cela, eh bien, il fallait que la lumière... Les touristes sont en admiration face à ce chef-d'œuvre de sculpture. Pas un seul des visiteurs ne jette un regard furtif sur ce qui l'entoure. Pas un seul ne prend le temps de regarder au-delà des haies qui dissimulent partiellement les bâtiments environnants. Personne n'est surpris par la froideur, la tristesse, la morosité et la monotonie qu'ils inspirent. Personne ne les remarque et personne ne se pose la question de savoir ce qui se passe derrière ces murs.